Salut, c'est Guillaume Canet. Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Avis désastreux, le podcast aux opinions discutables mais qui pourtant les assume. Aujourd'hui, Cannes jour 7, je crois. Ça fait une semaine que nous sommes à Cannes, une semaine que Cannes a commencé, enfin presque une semaine. Comment ça se passe Cannes? Eh ben écoutez, je vais vous dire, j'ai découvert un truc récemment. C'était au milieu de la pièce, on m'a dit que ça s'appelait un lit. Et quand tu fermes les yeux, tu peux dormir. Alors j'ai découvert ça et je l'ai fait pendant 8 heures. Et je pense que je peux dire que je suis actuellement le festivalier qui a le plus dormi cette nuit. Ça ne m'était pas arrivé depuis avant, même pas avant Cannes parce qu'il y avait toute la préparation, tout ça. Donc j'ai dormi, je suis en pleine forme pour vous parler de plein de films, plein de... je peux pas dire de bons films, hein, vu la journée que je viens d'avoir hier. Donc, épisode 100% compétition, avec des films, comme je viens de vous dire, assez décevants, assez mythes, je spoil, oh là là, le spoil. Je pense que je fais quand même un petit détour par la cérémonie de Ghibli, mais du coup je vais vous parler de Limonov the Ballad de Kirill Serebrennikov, The Apprentice de Ali Abbasi et enfin Les Linceuls de David Cronenberg. Nous allons commencer sans plus tarder avec Limonov the Ballad de Kirill Serebrennikov. Kirill Serebrennikov, c'est un réalisateur que je connais depuis La Fièvre de Petrov, qui avait été un rapport à son cinéma pas évident, hein, vu le film que c'est comme son nom l'indique, c'est un film vraiment fiévreux, assez incompréhensible. Alors, je l'ai vu qu'une fois, hein, donc faudrait peut-être que je le revoie pour me donner un second avis dessus. Mais en tout cas, j'avais été subjugué par sa mise en scène et notamment comment des fois il y a des envolées cinématographiques. Et ça, en fait, c'est ce que je retrouve dans les autres films que j'ai vus. La femme de Tchaïkovski, je m'ennuie beaucoup, mais il y a des moments où il fait des choses avec sa caméra, comment il va traverser le temps ou même des lieux en un simple plan séquence qui quitte d'une pièce à une autre que je trouve fantastique. Et évidemment, Leto que j'ai découvert très récemment, qui était une petite merveille, hein, où je jongle entre, je suis complètement ébahi par sa mise en scène et les envolées musicales quand le film et qui sont fantastiques, et un petit ennui parce que la manière dont il va parler de ce groupe à travers du coup leurs rencontres, leurs relations sexuelles, les discussions sur la plage, des petites discussions entre eux dans des appartements un petit peu foireux. Voilà, c'est pas le truc qui me bottait le plus. Le problème, c'est qu'avec ce nouveau film, je retrouve exactement ce que j'ai avec Leto, avec un truc en moins, c'est que je le trouve moins inspiré qu'à ses habitudes. Est-ce que c'est parce que le film est en anglais, donc changement de prod, pour justement avoir pas un nouveau style, mais une nouvelle facette de son cinéma, il a voulu rester sur des choses qu'il faisait déjà et pas prendre trop de risques. Mais en fait, c'est ce qui va me déranger un petit peu, c'est un des points qui va me déranger, c'est que Serebrennikov, je l'attends toujours au tournant par rapport à ça. C'est que en plus, j'étais vraiment confiant sur ce film, mais je me suis dit, au pire, je m'ennuie, mais je suis ébahi par sa mise en scène. Bon, en vrai, si je l'ai été, par certains moments, il y a un passage notamment où le personnage principal va littéralement traverser les époques à travers un plan séquence de 2 à 3 minutes qui se passe à travers différentes salles de cinéma, et en même temps, tu vois les événements que la Russie subit durant ces époques-là. Donc, c'est assez fantastique de te raconter tout ça en un seul plan, très imagé, très symbolique évidemment. Ce plan est très vivifiant, il y a aussi une manière dont il va à chaque fois t'annoncer en quelle année nous sommes à travers des inscriptions sur des murs, sur des bâtiments, sur des voitures. Donc il y a quand même toujours des petites idées, mais c'est vrai que soit c'est un peu une répète de ce qu'il a pu faire précédemment, que ce soit dans La Femme de Tchaïkovski ou dans Leto, soit c'est moins inspiré, beaucoup moins marquant, hein, comme je viens de vous le dire par rapport aux dates de film. C'est intéressant comme idée, mais c'est pas, t'en ressors pas en mode waouh, c'est fou ce qu'il vient de faire. Et l'autre souci, c'est que ben, la manière dont il va raconter la vie de Limonov, cet auteur dissident ouvertement contre les décisions de son pays, révolutionnaire, bah, alors, comment dire, c'est une sorte de semi-reproche parce que tant mieux qu'il ne fasse pas une sorte de biopic à la Wikipédia sur il est allé aux États-Unis, il a rencontré telle personne, il a fait tel mouvement. Enfin, le film te le raconte, mais à la manière de Serebrennikov. Donc ça va être, comme je viens de vous dire pour Leto, ça va être des discussions autour dans un appartement, ça va être des discussions dans la rue, beaucoup sur ses relations sexuelles. Donc c'est pas quelque chose qui, il va pas dessiner un petit peu sa vie, mais juste il va te montrer un petit peu
des moods de son existence, je devrais dire. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose avec lequel j'ai un peu de mal, surtout que c'est un peu décousu. Donc, ouais, non, c'est pas le truc qui me plaît le plus. Et puis, il faut dire que c'est pas non plus un personnage qui est très agréable à suivre, notamment par ses excès de violence. Si tu me rajoutes une narration qui ne me donne pas forcément envie de me plonger dedans, une mise en scène que j'ai déjà vue et un personnage qui est pas agréable à suivre, bah, c'est pas un mauvais moment, loin de là, mais j'ai pas passé un excellent moment. Cependant, j'aimerais quand même mettre le point sur, et tout le monde le dit, sur la performance de Ben Whishaw, qui est exceptionnelle dans le film. Il est méconnaissable à certains instants. Il s'est complètement accaparé le personnage de Liminov, tout en lui apportant sa propre touche. Donc ça donne quelque chose de très vivant, très concret, très réel. C'est-à-dire que quand on le voit devant la caméra, on croit en ce personnage, on croit qu'il existe, quand bien même il est assez désagréable à suivre. Avant de parler de The Apprentice, j'aimerais faire un petit détour par la cérémonie de la Palme d'Or pour les studios Ghibli. Alors, c'est pas grand chose, c'est juste qu'il y avait Goro Miyazaki. Et malheureusement, j'ai pas retenu qui d'autre était avec lui, mais c'est Goro Miyazaki qui a reçu la Palme d'Or. Alors, la cérémonie était complètement aux fraises. On avait l'impression qu'il venait de la conclure 15 minutes avant. On a notre Didier Alouche national qui nous a sorti des belles et il était là en tant que traducteur français à anglais, mais des fois il oubliait la moitié du texte, des fois au lieu de traduire il commentait ce qui venait d'être dit et je pense mon moment préféré c'est quand il a traduit du français au français. Donc, Goro Miyazaki fait son discours en japonais. Il y a une traductrice avec lui qui va traduire en français. Et là, Didier Alouche répète exactement mot pour mot ce qu'il vient de dire avant de se rendre compte qu'il a oublié de traduire en anglais. Outre la cérémonie un peu catastrophique, déjà, il y avait Juan Antonio Bayona qui était sur scène et j'étais très content. Et par contre, son annonce était horrible parce que Thierry Frémaux a dit alors, il y a plein de réalisateurs qui voulaient remettre la palme. Il y a eu du Guillermo del Toro, il y a eu du Wes Anderson. Donc, il y a une hype qui monte dans la salle, et puis il dit mais ça sera finalement Juan Antonio Bayona. Et alors là, il y a très peu d'applaudissements. Il y en a bien sûr. Et alors, j'adore Bayona, c'est un de mes réalisateurs préférés actuels. Mais il a clairement pas la même popularité que Del Toro et Wes Anderson. Donc c'est un peu bâtard de montrer, de citer deux réalisateurs très appréciés et bien connus avec un réalisateur, alors très apprécié également, mais beaucoup moins connu. Mais à part ça, ben, les émotions. Les émotions parce que vraiment, comme ils disent, c'est la première fois qu'ils remettent ça à un studio et non à une personnalité. Et il faut dire que le petit montage de 10 minutes qui revient sur l'intégralité des films Ghibli en insérant Nausicaa, oui, Nausicaa n'est pas un film Ghibli à proprement parler, c'est même l'inverse, c'est le succès de Nausicaa qui a permis de créer le studio Ghibli. Mais c'était vraiment bien, et même si on a vu la plupart, bah, s'il y en a un ou deux que tu n'as pas vu, là le film te donne vraiment envie de tout redécouvrir. Puis on a eu droit à 4 courts-métrages très mignons. C'est les courts-métrages qui sont habituellement au studio, au musée Ghibli, il n'y a que là-bas qu'on puisse les voir, donc c'était vraiment un petit privilège de les découvrir. C'est mignon tout plein, les 4 sont réalisés par Hayao Miyazaki. Si je devrais ne retenir qu'un, ça serait le second, qui s'appelle La Maison, ou Sur le retour de la maison, je ne sais plus. Où en fait, déjà, le style d'animation est un peu plus crayonné, beaucoup plus simple, et surtout, le vrai intérêt de ce court-métrage, c'est que tous les bruitages sont faits à la bouche, et quand je dis tout, ça veut dire que quand il y a une voiture qui passe, ça fait... C'est-à-dire que littéralement, c'est vraiment des gens qui sont derrière des micros qui font ça à la bouche, et tout est à la bouche. Les petites gouttes de pluie, les pas de temps en temps, l'eau qui passe, les animaux qui arrivent. Donc voilà, c'est très mignon, c'est super beau. J'espère qu'un jour il y aura l'occasion que ça puisse s'exporter. Alors, selon la présentation vidéo qui est passée, parce qu'on a eu un petit discours de remerciement du père Miyazaki, Hayao, qui était très drôle parce que la vanne c'était en fait, il en a rien à faire de Cannes, il trouve que c'est horrible et que gros Miyazaki va faire un truc sur lequel il va s'ennuyer et il lui souhaite bon courage, et que lui il est en mode ah ouais, ok, bah si ça leur fait plaisir, tant mieux, mais bon, moi je m'en fous un peu. C'est drôle. Ensuite, est-ce qu'il joue ou est-ce qu'il ne le pense pas un peu? Parce que bon, voilà, c'est connu quand même Miyazaki, tout ce qui est cérémonie de récompense, oh, ça lui fait rien. Lui, il vient pas, il vient jamais, ça ne l'intéresse pas. Lui, ce qui l'intéresse, c'est continuer à faire ses petits films. Et c'est durant ce discours où ils disent, oui, on l'a proposé dans différents festivals, mais ils ont refusé à chaque fois.
Et je ne sais pas si c'est vrai, et ce quel cas, ben, j'espère qu'un festival, peut-être Annecy, pourrait accepter qu'on puisse le diffuser sur le territoire français, qu'on puisse découvrir ces courts-métrages, ou si c'était juste pour faire une vanne et que finalement Ghibli veut garder ça exclusivement à leur musée. Donc voilà, on n'a pu voir que 4 sur les 10 que propose le studio Ghibli, mais c'était 4 petites merveilles, donc j'espère que vous aurez un jour l'occasion de le découvrir. On continue, on reprend le cours de l'épisode avec un film que j'attendais plutôt pas mal, The Apprentice de Ali Abbasi. Ali Abbasi, je l'avais découvert il y a 2 ans avec Les Nuits de Mashhad, qui était un film que j'avais beaucoup aimé, qui te racontait l'histoire d'une journaliste qui enquête sur un tueur à série de femmes prostituées, et le film était à la fois un film d'enquête, un thriller et aussi une grosse critique sur les institutions iraniennes et sur la place de la femme dans cette société et comment elle ne se fait absolument pas respecter et que c'est un petit peu la faute aussi du gouvernement s'il y a toutes ces prostituées qui se font tuer et que le gouvernement ne fait absolument rien par rapport à ça. Un très bon film, très bien tenu, magnifiquement interprété, qui en plus vient bien piquer sur le pays. Donc quand Ali Abbasi dit ben, je me ramène avec un film sur Donald Trump et comment il est devenu un petit peu ben, ce fils de chien, comment c'est devenu un connard, le connard qu'on connaît tous, je me suis dit bah, ça va être génial, ça va être cynique, ça va être piquant, ça va être vraiment cinglant. Et ben on se retrouve face à un film assez lisse. Beaucoup disent filtre Instagram, et je suis plutôt d'accord. C'est que, alors le film, hein, voilà, comme je vous ai dit, c'est comment Donald Trump est passé du gars un petit peu timide qui veut réussir et qui veut être le grand chef d'entreprise à c'est un grand chef d'entreprise, mais aussi un sacré connard. Ça va te montrer la rencontre avec un certain Roy, alors je ne sais plus comment il s'appelle, Roy avec un avocat magnifiquement interprété par Jeremy Strong, mais je reviendrai là-dessus, et il va lui donner toutes les petites combines, sauf qu'ensuite ben, Donald Trump, quand il a les combines, après hop, il abandonne son avocat et après il s'attribue tout le mérite. Mais disons que ça va être là l'une des seules formes de dissidence que le film va avoir envers Donald Trump. En fait, on s'attendait vraiment à ce que le film soit ben, piquant, une œuvre vraiment satirique autour de Trump. Euh, mais non, en fait, parce que tous les propos qu'il va utiliser, c'est soit des propos que bah, on est un petit peu au courant ou on se doute, soit des trucs qu'on a déjà vus dans plein de films. Certains le citent et à raison, le film va penser un petit peu à un petit peu ce que fait Scorsese, notamment dans le Loup de Wall Street, sauf que là, Scorsese, il déteste le personnage qu'il filme, donc vas-y, il est beaucoup plus cruel et méchant envers lui, ou d'autres l'ont cité, bon, j'ai pas vu donc je peux pas en parler, beaucoup font le rapport franchement avec Succession. Certains disent c'est le Succession du pauvre. Ouais, c'est vain, en fait. C'est ça le gros souci, c'est que, pareil, en termes de caméra, en termes de mise en scène, ça fait le café, on va dire. Donc, il n'y a rien de révolutionnaire, mais ensuite, c'est pas désagréable pour le moment. C'est franchement un bon moment, mais ça en fait pas un bon film pour autant. C'est vraiment moyen comme film, et c'est très décevant quand tu sais ce dont est capable Ali Abbasi. Alors, j'ai pas vu non plus Border, donc je peux pas vraiment comparer, mais quand tu compares avec Les Nuits de Machad, il y a un gap entre les deux, c'est assez fou. Cependant, si on peut rajouter deux, trois petits trucs, je parlais au niveau de la mise en scène, le film veut quand même pas mal se rapprocher au niveau d'une certaine réalité des faits et notamment aussi de Trump. Alors l'acteur qui l'interprète, Sébastien Stan, est vraiment pas mal en Trump. Et là où il est bluffant, c'est quand le film va passer par des passages télé, donc quelque chose d'encore plus pixelisé. Donc ça va donner un petit peu cette impression de reportage, ce reportage télé. Et là, pour le coup, la frontière avec le réel est très floue et ça impacte et ça rend encore plus crédible l'œuvre qu'on voit. Mais c'est pas un problème parce que on croit parfaitement en ce qu'on voit, d'autant plus que le film va avoir un petit peu une réalisation en long. C'est con de dire à la The Office comme s'il y avait que The Office qui faisait ça, mais caméra un petit peu portée, caméra à épaule, avec des petits zooms pour montrer un petit peu les interactions entre Trump et les gens qui l'entourent, toujours un petit peu ou choqué ou surpris par les propos qu'il va tenir. Et aussi, bah, je vous ai dit, Jeremy Strong qui est impérial dans le film. Et c'est vraiment la grande qualité du film, c'est que Jeremy Strong est parfait, il impose, il a une présence du film, durant le film, et du début à la fin, du moment où il est il est en pleine possession de ses moyens, ou sur la fin, comme il est un petit peu, alors le terme va être fort, périmé, mais c'est vrai que le film ne te le présente pas sous un point jour, bah, sa présence, vraiment du début à la fin, est glaçante, impériale, littéralement, c'est vraiment quelqu'un qui
vole la caméra à chaque fois qu'il est dans une scène et il est fantastique. Donc on peut très clairement dire qu'il y a un potentiel Oscar pour le meilleur acteur en second rôle pour sa part. Un prix de l'interprétation, pourquoi pas. Comme je vous ai dit, il y a Dan Whishaw pour Liminov, et puis Jesse Pillman dans Kind of Kindness, ou encore Richard Gere Au Canada. Donc à voir. La compétition est un petit peu rude du point de vue des interprétations masculines. Point de vue interprétation féminine, je reste encore sur celle de La jeune fille à l'aiguille, qui pour moi est pour le moment, j'ai pas vu une actrice qui m'a le plus marqué que ça, quand bien même on a eu Margaret Qualley et Demi Moore pour The Substance. Et enfin, dernier film, Les Linceuls de David Cronenberg. David Cronenberg qui revient après, 2 ans après Les Crimes du Futur 2, devrais-je dire, parce que du coup il y a Les Crimes du Futur aussi qu'il avait fait en 70, qui est un très mauvais film pour le coup. Enfin, je trouve que les deux sont mauvais. Et là, j'y allais avec vraiment une certaine curiosité parce que le thème qui était abordé me plaisait, à savoir celui d'un homme qui reste encore un petit peu en connexion avec les morts, notamment le cadavre de sa femme. Alors, le film a, selon moi, un gros souci. C'est que David Cronenberg veut parler de lui, alors ça c'est pas un souci, et ça se voit à Vincent Cassel et vraiment par certains moments c'est troublant à quel point il ressemble à Cronenberg, quand à un moment Vincent Cassel met des lunettes de soleil et un long manteau et qu'il est à peine, enfin il est éclairé mais il y a une sorte de clair-obscur, là pour le coup tu vois Cronenberg. C'est assez bluffant. Donc Cronenberg veut parler de lui, de son rapport à la mort et notamment à la mort de sa femme, et il veut parler un petit peu de comment tu fais le deuil à travers ça. Est-ce que tu peux réellement faire le deuil en étant constamment en train de penser à elle, en train de littéralement filmer son cadavre? Le problème, c'est que là où on pourrait avoir un récit qui pourrait être vraiment viscéral, un film qui explore un petit peu tous ces sentiments, c'est un film très verbeux et qui va te prendre une distance en t'impliquant dans un complot qui ne sert à rien, qui part dans tous les sens, qui n'a pas d'intérêt, et dans David Cronenberg a l'air lui aussi de n'avoir rien à faire. Et c'est dommage parce que vraiment on aurait pu avoir un très grand film. Enfin, à travers le film, on voit qu'il y a un énorme potentiel qui malheureusement, je trouve, n'exploite pas assez parce que euh, Cronenberg, on l'attache souvent au body horror, ce qui est normal, mais en réalité, c'est pas tant le body horror que les mutations du corps. Et donc, me montrer un homme qui est fasciné par le corps de sa femme cadavérique et qui ne peut pas s'empêcher de continuer de voir comment son corps se décompose, je me dis c'est une nouvelle facette, une nouvelle manière d'aborder la fascination que Cronenberg a lui-même envers le corps. Et puis, il y a d'autres relations qui vont avoir lieu dans le film qui ont cette même thématique. Il va y avoir la rencontre avec une femme aveugle. Pour désirer le corps de l'autre, elle a besoin de le toucher, donc il y a ce contact à l'autre. Et puis aussi, et ça c'est très mal amené et c'est assez cringe, Diane Kruger, qui joue la femme de David Cronenberg, qui du coup est morte, joue également sa sœur jumelle. Et Vincent Cassel va avoir une relation sexuelle avec elle. Donc il y a encore ce rapport de le fait d'être tellement fasciné par le corps de ma femme que je me retrouve à coucher avec sa sœur jumelle. Mais c'est vraiment très bizarre la manière dont c'est amené. Et en plus, la manière dont il va filmer le sexe, c'est un sexe très verbeux. Et puis, il y a des citations qui sont, je vais pas dire nanardesques, mais quand Vincent Cassel lui dit le complot, ça t'excite, elle dit oui, j'ai envie de toi. C'est malheureusement, je vais pas dire ridicule, mais c'est c'est cringe, oui, vraiment, ça te met dans une position très bizarre. Comme je vous dis, c'est pas un film inintéressant, je dirais même c'est le film qui apporte le plus de choses que des 3 films dont je viens de vous parler, notamment qu'à un moment, Vincent Cassel va s'enfermer dans un linceul, ces linceuls qui entourent habituellement les cadavres, et on va le voir, son cadavre dessiné sur une version 3D de celui-ci. Bah, ça fait penser à Viggo Mortensen qui s'enferme dans son tombeau dans Les Crimes du Futur. Donc on voit qu'il y a cette thématique de la mort qui le touche de plus en plus. Alors le truc c'est que Cronenberg, comme beaucoup, je connais surtout son cinéma avant les années 2000, plus History of Violence. Donc j'ai pas vu ces derniers parce que c'est pour le moment pas ceux qui m'intéressent le plus. Il faudrait que je les découvre car je serais curieux de voir un petit peu comment les 2 derniers films que l'on vient de voir s'inscrivent dans ces précédents. Mais voilà, on sent qu'il y a une certaine pas fascination, mais il se questionne sur son rapport à la mort ces derniers temps, donc c'est pas inintéressant, c'est juste que le film
prend une distance avec, et il ne nous invite pas. Et donc il y a cette histoire de complot, d'enquête qui fait que se répéter. On voit que le film, comment dire, il fait limite du surplace, il bégaye un petit peu, donc c'est malheureusement pas très agréable. Et encore une fois, c'est vraiment dommage parce que ça aurait pu être un grand Cronenberg. Malheureusement, il nous empêche trop de nous impliquer dedans pour qu'on puisse apprécier à sa juste valeur ce film, donc c'est bien dommage. Voilà, l'épisode est fini. C'était pas des films fantastiques, mais nous allons nous rattraper avec l'épisode de demain, puisque nous allons parler du Sean Baker, du Sorrentino, mais surtout du Guillaume Braque. Donc voilà, hâte pour demain. En attendant que l'on revienne, eh bien, allez voir des films. Et surtout, n'oubliez pas, faut le rappeler continuellement, et on va le rappeler tous les jours tant que nous sommes à Cannes. Le pire avis qu'on puisse avoir, c'est celui qu'on ne partage pas. Allez, salut, des bisous et à demain. Oh, monde de merde. Ouais, moi aussi j'ai bien envie de le dire, monde de merde.